Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce rendez-vous exceptionnel de l'émission Le Grand Déballage qui se déporte au niveau du Conseil de l'Entente, l'ex-Conseil de l'Entente, l'épicentre du pouvoir quand le capitaine Thomas Sankara était aux affaires. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de revenir sur les traces ou encore sur la scène du crime parce que tout simplement, il y a un survivant qui a accepté de revenir donc, sur ce lieu-là malgré le souvenir douloureux, malgré également tout ce que cela représente comme un moment difficile pour lui de supporter. Harouna Traoré a 62 ans aujourd'hui. Il est le seul survivant donc, de l'assassinat de Thomas Sankara du 15 octobre 1987. Monsieur Traoré, salut à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Vous avez accepté de revenir donc, sur le lieu du crime, comme je l'ai dit. C'est ici même que Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987. Et pour ceux qui sont en train de regarder Burkina Info actuellement, il est important de préciser que tout autour de nous, au-delà de l'image du capitaine Thomas Sankara, ceux qui étaient dans la salle de réunion et ces gardes du corps, on a essayé de retrouver donc toutes les images autour de nous pour rendre hommage à toutes ces familles-là et rendre hommage également donc aux leaders de la révolution burkinabé. Qu'est-ce que ça vous fait, M. Traoré, de revenir sur les lieux du crime? Je suis un humain, je reste très sensible à tout ce qui s'est passé. Le souvenir, il est douloureux, il est difficile, mais enfin, puisqu'il faut vivre avec, faire avec. Ça ne s'est pas cicatrisé, ma conscience retient, je ne peux oublier, mais je fais avec. Au nom du peuple burkinabé, il faut continuer de vivre, espérer et faire en sorte que nos rêves se réalisent. Ce pourquoi on nous a attaqués ici continue. Les maux que nous voulions soigner sont toujours d'actualité. Malgré le temps qui passe, je pense que ce que nous avions fait était nécessaire, même qu'il faut continuer. Voilà pourquoi le mémorial nous enchante, pour témoigner que dans ce pays, il a existé des gens qui se sont donnés pour cette patrie. Ils ont simplement aimé ce pays qu'on appelle le Burkina Faso. Excusez du peu. Ce qui est important de préciser également, c'est le fait que ce sont ces mêmes personnes qui ont donné le nom Burkina Faso. C'était en 1984, on est passé de Haute-Volta à Burkina Faso. Alors dites-moi, M. Traoré, quand vous revenez ici, vous avez toujours en mémoire l'équipe qui était dans la salle de réunion avec vous, ces gardes du corps. Qu'est-ce que ça vous fait particulièrement? C'est douloureux simplement. Le souvenir est funeste. Au début, je ne tenais pas. Mais l'homme est un animal qui s'habitue. L'habitude de la souffrance, comme quelqu'un a dit, vous donne une philosophie gaie de la vie. Parler de philosophie, Aristote a dit l'homme est un animal politique doué de raison. La raison peut-être nous diffère de l'autre monde, naturellement. Avec vous, comme vous le dites, quelqu'un a dit l'homme est à la mesure de toutes choses, du fait des choses, du fait qu'elles sont et du fait qu'elles ne sont pas. C'est Protagoras qui l'a dit. Donc, capable de surpasser, capable d'espérer. Donc en ces lieux-là, c'est douloureux, mais je fais avec. Alors pour l'histoire, pour la mémoire de tous ces millions de Burkinabés qui nous suivent actuellement, rappelez-nous, qu'est-ce que vous étiez en train de faire dans cette salle que nous voyons derrière nous avant que les événements du 15 octobre ne se produisent? Parce que vous étiez le seul civil. Je rappelle que vous êtes juriste, vous n'étiez pas militaire, pour ceux qui sont en train de nous regarder. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire dans cette salle avant que les événements ne se produisent? Petite correction, vous avez là Kiemde Frédéric, les Bonaventure, le professeur Zagré, et tous étaient des civils. Donc, à la limite, c'est les cadres de la Révolution. Soit dit en passant, le mercredi 14, moi j'ai octobre 1987, c'est important. J'ai été missionné au Bénin juste pour récupérer la documentation parce que nous étions en pleine phase de création du parti d'avant-garde qui devait donc structurer, mener, comme on ne mène pas la lutte au nom du Seigneur. Il faut s'organiser, savoir qui fait quoi.
Et avec une organisation solide, on arrive à bout de tout. Donc nous étions donc en train de réfléchir comment créer cette structure-là pour mieux organiser la marche de la République. Il y avait un nom déjà pour ce parti qui était en gestation? Non. Ok, donc vous étiez au Bénin le 14 octobre et vous êtes rentré à Ouagadougou, c'est ça? Même 14. Le même 14, donc ça a été un aller-retour. Aller-retour. C'est le capitaine qui vous a envoyé au Bénin. Oui. Pourquoi faire? Pour récupérer de la documentation, parce que les Béninois, soit dit en passant, étaient dans la révolution. L'Afrique progressiste, on apprend chez les autres pour nous inspirer de leurs textes. On ne va pas copier, mais on va adapter ça à nos réalités, à nos structures. Voilà ce qui nous réunissait ce 15 octobre. Et c'était à partir de quelle heure? La réunion a été convoquée à quelle heure? La réunion a été convoquée pour 16 heures. Et nous étions là naturellement avant le camarade président. Donc quand il est arrivé autour de 16 heures, il a dit que la réunion pouvait commencer maintenant. Il a tiré son survêtement vers le bas. Quelle couleur? Il avait des survêtements de quelle couleur? Bon, le souvenir pêche, je pense que ça devait être rouge. Rouge, voilà. Ok. Quand il est arrivé? Il est arrivé, bon, on peut commencer. Il a tiré son survêtement vers le bas et puis bon, la réunion commençait et c'était moi qui avais droit à la parole. À peine... Dans cette salle, vous étiez combien de personnes? Nous étions 7. 7 personnes dans cette salle? Oui. Et donc, j'ai commencé, à peine j'ai pu dire, j'ai quitté Ouagadougou, qu'on entend des crépitements. Comme s'il pleuvait, quand vous êtes dans une maison qui n'est pas plafonnée, des crépitements. Voilà comment tout a commencé. Et le PF, de façon, le président capitaine Thomas Sankara, de façon courageuse, s'est levé, a tiré encore son survêtement vers le bas et nous a dit restez, c'est de moi qu'ils ont besoin. Et il est sorti, les mains en l'air pour la présidence. Il n'avait pas d'armes puisqu'il n'était pas en tenue militaire. Et où étaient ces gardes du corps en ce moment? Au dehors. Ceux qui assuraient la garde rapprochée, vous remarquez, le bilan macabre fait 12. Il y avait 6 qui étaient dans la salle, nous étions 7 dans la salle et il y a 6 qui sont morts et moi j'étais le dernier à sortir et les 6 gardes-corps. C'est ça qui donne le décompte 12. Voilà. Et quand le capitaine il est sorti? Il a été immédiatement abattu. Il a reçu une balle à quel niveau? Ça, je ne saurais vous le dire. Il a été abattu? Moi, j'étais dans la salle, à cet endroit précis. Exactement là, exactement quand on là. voit la porte. La porte par laquelle il est rentré, c'est par là-bas également qu'il est ressorti. Et devant là, il y a une terrasse là, c'est devant la terrasse. Devant la terrasse qu'il a été abattu. Alors, en même temps, vous étiez 7, lui et les autres aussi qui ont été abattus de la même manière. J'étais pratiquement le dernier à sortir et j'ai enjambé mes camarades d'aller me coucher sur l'autre côté droit à ce niveau-là. Et à un certain moment, il y a nos assaillants. Il y a un qui a dit, bon, il y a quelqu'un qui n'est pas mort, il faut le conduire ailleurs. C'est ainsi que j'ai été conduit dans une salle, juste en face. C'est à quel moment que vous êtes sorti? Pratiquement, nous sommes sortis à queue leu. Le PF premier, ceux qui étaient là, nous étions assis en nu. Le PF est sorti, les autres à leur tour, et moi, ma position me permettait de sortir dernier. Je suis sorti. Monsieur Traoré, c'est important de préciser, donc chaque fois que quelqu'un sortait, on l'abattait? Exactement. Et quand tout le monde a été tué maintenant, il ne restait que vous seul? Ouais, moi, je suis sorti, j'ai suivi celui qui m'a précédé, qui a été abattu. Moi, je suis sorti également. Bon, je n'ai rien reçu comme balle. J'ai été naturellement me coucher sur le côté droit ici. Au milieu des cadavres? Naturellement. Et il y avait du sang partout? Ça giclait. Bon, c'est triste. À la limite, je vous épargne des horreurs macabres de ce jour-là. C'est indécent. Je ne vais pas être le porte-parole des ténèbres. Nous le savons. Mais c'était l'horreur. L'horreur. À l'état brut. Voilà. L'horreur à l'état brut. Vous avez dit, mais comment on peut se permettre, au nom du pouvoir, de tuer autant avec autant d'atrocités, n'est-ce pas? À ce moment, pas. Je me suis mêlé à la foule, mais c'est longtemps après que ces réflexions que vous dites là vous remontent en surface. Voilà. Important de préciser à cette étape de notre émission, vous êtes ressorti, vous avez enjambé les cadavres, vous êtes allé vous coucher parmi les cadavres. Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a dit? Il y a un assaillant, ceux qui nous ont tiré dessus. Il y a un, j'étais donc dans son champ, qui a dit que je n'ai pas reçu de balle. Il y a un qui n'est pas mort, il faut le conduire dans l'autre salle. Où on avait conduit ceux qui s'occupaient du standard. Bon, moi aussi j'ai été conduit. Soit dit en passant, au milieu,
Je demandais, je pensais que il fallait finir avec moi. Je n'ai pas compris le message. Je demandais à uriner. Bon, après mes urines, je pensais que c'était les dernières. J'ai vidé tout mon corps et le Seigneur a voulu qu'on me conduise à bon port dans une salle où nous sommes restés jusqu'au petit matin. Vous étiez combien environ dans cette salle? Je ne saurais vous le dire. Et quand vous êtes arrivé dans cette salle, qu'est-ce qu'on vous disait? Personne ne communiquait avec qui que ce soit. Comme si vous étiez là-bas. Nous avons passé le temps à nous regarder. Point de sommeil, naturellement. Mais dans la nuit, il y avait des mouvements de cars, de citernes, des jets d'eau. Bon, de là-bas, nous entendions ces mouvements-là. Vous vous êtes dit qu'ils étaient en train d'enlever les corps, peut-être nettoyer l'endroit du crime et tout ça. Notre imagination ne nous avait pas permis en ces temps-là d'aller jusqu'à ce niveau. C'est après, longtemps après, des recoupements, on a dû se dire, donc ces mouvements dans la cour-là, l'objectif c'était ça. Voilà. Et quelque temps après, j'ai appris que mes compagnons ont été enterrés furtivement à Dagnoy. Voilà. Comment moi j'ai vécu ça. Alors quand vous avez été amené dans une autre salle, la suite des événements? La suite des événements, le matin on nous a bonnement dit de rentrer à la maison chez nous. Et nous sommes rentrés. Et vous êtes rentré à la maison? Oui. Et juste après votre retour à la maison, comment vous vous sentiez? Naturellement, comme si je revenais d'un long rêve. Je ne réalisais pas ce qui s'était réalisé. Ce n'était pas possible pour moi. Vous êtes arrivé à la maison, vous n'avez pas... Soit dit en passant, le calendrier s'est arrêté pour moi pendant 3 ans. Après le 15 octobre. Ce n'est qu'en 90, en janvier 90, que le calendrier a commencé à se dérouler à nouveau. Oui, mais ce qui est important de soulever, c'est que quand vous êtes reparti à la maison, entre-temps, vous avez quitté le Burkina Faso. Comment, dans quelles circonstances vous êtes parti du pays des hommes intègres? Parce que pour l'intermède, à un moment donné, RFI qui court derrière les événements, le momentané, me pourchassait partout. Et quelqu'un m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Qu'est-ce que tu cherches? Mieux, j'ai été une fois convoqué à la gendarmerie pour qu'on me dise, mais toi, il faut la boucler, sinon tu vas rejoindre les autres. Bon, j'ai pris la menace au sérieux et j'ai dû repartir en Côte d'Ivoire, où je suis né, où j'ai de la famille. Et de la Côte d'Ivoire, j'ai continué au Congo, Congo-Brazzaville, au Congo de président Sassou Nguesso. J'ai passé un certain temps là-bas. En 90, je suis revenu à Abidjan. 92-93, j'ai rejoint le Burkina Faso. Et votre retour au Burkina Faso, comment ça s'est passé exactement? Est-ce qu'il a fallu que quelqu'un intercède auprès des autorités sous Blaise Compaoré pour que vous reveniez? Parce que quand même, vous étiez une personne recherchée, quoi qu'on dise, quand on sait que c'est vous qui êtes le seul survivant de ces événements malheureux du 15 octobre 1986. Vous m'accordez trop d'importance que je ne me donne à moi-même. J'ai été témoin, l'histoire m'a mis dans une position donnée. Et l'amour de la patrie s'est exprimé à moi. Je ne me sentais heureux nulle part qu'au Burkina. Et je suis revenu par la force des choses. Bon, de dépression, j'ai fait une dépression nerveuse qui m'a ramené à Abidjan. La dépression encore m'a ramené au Burkina. Et avec le temps, de dépression en dépression, j'ai été obligé de repartir au village. Et revenant, j'ai fait le village Ouaga, et finalement, Dieu merci, j'ai fini par retrouver les équilibres. Mais vous ne m'avez pas parlé des circonstances de votre retour au Burkina. Je suis revenu naturellement comme n'importe quel kidam. Personne ne vous a... Personne n'a intercédé, non. Je suis revenu comme je suis parti. Incognito, personne n'a tenu compte de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vécu mieux. J'ai été réintégré à la fonction publique et je me suis même permis de passer le concours de l'ENAM en 1995. J'ai été admis, je suis reparti à l'ENAM. Réhabilité, on ne m'a jamais occupé. J'étais donc une pièce avariée, conscient moi-même que je n'étais pas une pièce avariée. Pour me prouver à moi-même que j'étais normal, j'ai refait comme tout le monde. J'étais en A2, j'ai passé le concours de l'ENAM, je suis parti à l'ENAM, accomplir mes humanités,
ce qui a été fait et je suis ressorti comme tout le monde en 1995. De toute façon, j'étais inoccupé à la fonction publique. Je suis revenu encore muni du diplôme de l'ENAM, encore en pièces avariées. Et personne ne vous a confié une quelconque responsabilité. C'est important parce que vous avez été réhabilité, mais vous n'avez aucune fonction claire. Ça veut dire que vous étiez dans la nature, vous vous promenez et à la fin du mois, vous passez prendre votre salaire. Je venais régulièrement au service. Oui. J'ai été à un moment donné responsabilisé chef du service personnel. Mieux, quelque temps après, directeur des ressources humaines. J'avais donc une opportunité de prouver à moi-même et aux autres l'amour que j'ai pour mon pays. Malheureusement, j'ai encore piqué une crise, mais je suis reparti et revenu. C'était cyclique, mais ça partait, ça revenait. Quand je retrouvais les équilibres, bon, maintenant, j'étais un homme comme tout le monde. Je voudrais, avant de continuer à développer le cours normal de cette émission, qu'on fasse une escale sur un autre aspect important. Il y avait Thomas Sankara, Blaise Compaoré, il y avait Henri Zongo et puis Lengani. De votre exil, vous avez appris également que Henri Zongo et Lengani ont été assassinés. Ce sont des personnes que vous avez également côtoyées, que vous avez connues. Tout à fait. Ils sont partis sur le même mode opératoire que le PF. Jugement précipité. Tentative de coup d'État, avait-on dit en son... Ok, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ça ne vient pas de moi, mais avec la décapitation de ces deux éléments, je me dis que toute la révolution était partie alors. Mais cela ne vous a pas surpris? Non, c'était dans l'ordre normal des choses. Parce que la révolution n'avait plus cours, ni dans son esprit, ni dans sa philosophie. En fait, de rectifier... Est-ce qu'on pourrait pour vous n'a jamais été révolutionnaire ou quoi? Parce que l'histoire démontre que c'est lui également qui a aidé Thomas Sankara à prendre le pouvoir. Je ne saurais m'aventurer parce que les faits, l'homme se détermine plus à beau mentir qui vient de loin. Les faits démontrent suffisamment qu'en fait de révolutionnaire, il n'a pas été. Il a dû donc abuser de ses habits, de ses amis. Peut-être à un moment donné, leur avait-il donné la conscience de quelqu'un qui était comme eux, qui s'assemble serait. Pour vous donc le thème rectification qui a été avancé par Blaise Compaoré était une insulte à tous les révolutionnaires ou quoi? Pas une insulte, parce qu'à l'époque on accusait le PF, le président Thomas Sankara de rêveur, d'idéaliste, alors qu'il lui vivait son rêve. En fait de rectifier, nous devions avoir la révolution s'approfondir. Mais ça a été le contraire. Le Burkina est devenu un pays normal, entre griffes, comme tous les autres pays africains. Ce qui est intéressant à soulever à cette étape de notre émission, c'est de revenir également sur vous et Thomas Sankara. Comment s'est fait le contact entre vous et Thomas Sankara? Parce qu'un civil qui se retrouve au cœur d'un système militaire, souvent, ce n'est pas gagné. Pour la vérité, j'avais un ami qui, lui, connaissait le président Thomas Sankara. A même été ministre des Affaires étrangères, Basile Laïtare Guissou, un camarade. Lui me connaît. Il est vivant toujours, ça c'est important de le préciser. Et lui, il m'a appelé donc, pendant que j'étais au service national populaire, SNP, il m'a appelé pour gérer son cabinet. À un moment donné, le PF s'est ouvert à lui pour lui demander de lui trouver des jeunes capables donc d'animer la présidence. Parce que là-bas, il se retrouve avec la vieille garde. C'est ainsi qu'il aurait donné mon nom. Il a donné donc mon nom. Et Thomas Sankara vous a accepté sans aucune condition particulière? Puisque la confiance s'appelle la confiance, j'ai été recommandé par un ami, un camarade sincère, le camarade Laïtare Basile Guissou, qui a donné mon nom. Et moi, je suis arrivé à la présidence comme tout le monde. Je me suis mis dans le moule. Soit dit en passant, au début, nous critiquions la révolution, comme on critique la révolution à Ouagadougou. Jusqu'au jour où, abusant d'une fête, les mauvaises choses arrivent très rapidement. Le camarade KMD Frédéric, paix à son âme, a fait un mariage. Voilà. A fait son mariage. Ce jour-là, j'ai pris un peu de trop. Et c'est vite arrivé à la présidence. Lundi, je ne suis pas venu au service. Mardi non plus. Mercredi non plus. Jeudi, je me présente comme c'est le faux malade. Dans les couloirs, je rencontre le président. Le camarade président me demande « Alouna, ça va ?» J'ai hésité d'abord avant de dire que ça va.
Mais la douche allait venir après, puisque le jeudi, les départementaux se réunissent à la présidence. Et là, ce jour-là, le PF nous a fait une douche. Tout le monde a été savonné, les cadres de la présidence. Lui, il pensait que les cadres de la présidence devaient être là pour soutenir la révolution. Dire, vivre avec le peuple, revenir lui dire ce qui ne va pas dans le pays pour qu'on puisse arranger. Mais pas aller se laisser dans des plaisirs de la vie, voilà. L'alcool et puis... Et il aurait lancé à cette réunion-là, vous allez voir, la révolution est comme un verre. Moindre fait et geste, si la révolution tombe, elle va se briser. Dans 10 ans, quand vous allez revenir dans ce pays du Burkina Faso, les Alouna seront les responsables, auront le monopole du frélaté. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Et vous étiez assis. J'étais choqué dans mon intérieur. À cette réunion-là, j'ai pris un coup à la dignité. J'ai juré qu'on ne m'y prendra plus. Et j'ai rendu la monnaie en décembre qui avait suivi. Nous étions en 86. Chaque année, à la présidence, le PF avait la tradition d'inviter tous les cadres, tout le personnel de la présidence. On fait table rase, on dit tout ce qui va, tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Et à cette rencontre, ce n'était pas une vengeance, mais je me suis laissé moi aussi aller. J'ai dit au PF ce jour-là ce qui se passait dans la maison présidence. Les sobriquets, on l'appelait Tenga, Soleil, l'angoisseur. Et nous avions contact permanent avec le président. Soit dit en passant, depuis notre réunion tragique du jeudi, moi j'avais l'habitude de lui envoyer les notes. Le président en voulait des informations, je vais lui en donner. À toutes les rencontres, j'avais le privilège qu'ils me reçoivent à la fin. Simplement parce que moi j'étais un magnétoscope. Je vais zoomer ce qui s'est passé aux rencontres, les en dessous, les en haut, je ne veux plaire aux personnes. On aurait pu vous qualifier de top du président au sein des autres. Je rends compte au président de ce qui a été. La malhonnêteté, le retenir, la censure n'est pas de mon chef. Je lui rends compte. Il a pris goût au jeu. Finalement, moi également, je lui rendais compte. Voilà qui est suffisamment clair. Je voudrais qu'on reste encore à ce niveau-là. La première fois que vous avez rencontré le capitaine Thomas Sankara, vous vous êtes déjà affaire à quel genre d'homme? Parce qu'après, il y a eu trop de choses qui ont été dites sur lui. Il y en a même qui ont voulu salir son image et tout ça. Et tout ça aussi, ça vous choque, vous, qui l'avez côtoyé au quotidien? Avec l'habitude du temps, j'ai pu moi-même vérifier la sincérité et l'honnêteté et le patriotisme. Donc pour vous, c'est un double assassinat, tout ce que vous avez entendu après le 15 octobre sur Thomas Sankara? Parce qu'on a voulu traîner son image dans la boue. Moi, j'ai appelé ça les douleurs. C'est incandescent. Tout ce qui s'est dit après le 15 octobre, c'était totalement différent de l'homme que moi j'ai connu. L'humilité, la franchise, l'honnêteté. L'homme qui recevait de l'argent pendant ses missions à l'extérieur et les faisait virer à la caisse dans les finances publiques de l'État. Quand on me dit que celui-là a retenu des millions, je tombe des nues. Heureusement que l'histoire remet chaque chose à sa place. Celui-là, le président, paix à son âme, camarade président Thomas Sankara, que nous nous élevions. Voilà, ce lieu-là sera le lieu du mémorial. Je veux que toutes les générations futures se rappellent. Il y a eu un homme dans ce pays qui a aimé le Burkina Faso. Si tout le monde, tous les Burkinabés, pouvaient s'élever à cette dignité, aimer le Burkina. Parce que quand on aime, on convertit ça en sacrifice. On se sacrifie. Et on fait tout. C'est comme quand vous courtisez une femme. Que ne faites-vous pas pour l'avoir? Donc, que tous les Burkinabés, d'où qu'ils fussent, de n'importe quelle condition, apprennent à aimer ce pays. Certains disent aussi, Thomas Sankara, qu'il n'était pas parfait, il avait aussi son côté sombre. Vous qui l'avez côtoyé, vous le confirmez tout de même. Il n'était pas parfait, un homme n'est jamais parfait aussi. Rares sont les hommes que j'ai vus rentrer au bureau du camarade président Thomas Sankara. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées du camarade président. Il avait du charme et il avait ses arguments, ses mots pour vous convaincre de la justesse de sa cause, de la justesse de l'amour qu'il a pour ce pays, les sacrifices qu'il faisait pour ce pays. Quand vous rentrez, vous ressortez, cet homme est sincère. Il vivait sa sincérité, il vivait son patriotisme. Voilà pourquoi, plusieurs années après le 15 octobre,
Tout le monde ne fait que parler du président Thomas. Thomas Sankara était-il un messie pour un peuple pauvre comme le Burkina Faso, selon vous? Un messie, c'est trop dit, puisqu'il donnait l'exemple. Un messie, un conducteur d'hommes, un donneur d'exemple, un donneur de leçons. Soit dit en passant, avant le 15 octobre, la table était garnie. Les petits bourgeois, comme toujours, aspirent à la bourgeoisie. Au début, après le 15 octobre, moi je ne comprenais pas le 15 octobre. Mais après le 15 octobre, donne des riches enseignements sur le 15 octobre. La précipitation à s'enrichir, la quête des biens matériels. Et sur ça, Nazi Boni, de longues années avant, avait prédit le sort. Avant que vous ne sortiez de vos écoles, demandez-vous les responsabilités qui vous attendent. Est-ce que la science que vous avez reçue ne vous livre pas à la vie émasculée contre les tentations aberrantes du matérialisme? Lorsqu'on veut assujettir un peuple, aliéner un peuple, on infuse aux générations montantes le goût de la sinécure, les biens, les plaisirs faciles, l'inconscience de leur propre situation. C'est tout le Burkinabé d'aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans. Nazi Boni l'avait vu avant l'indépendance. Thomas Sankara l'avait compris. Également. Des patriotes, des gens qui ont aimé. Il faut que les générations montantes évitent de tomber dans le piège des facilités, des sinécures, des gens qui filent à la vitesse effrénée pour l'acquisition des biens matériels. Aujourd'hui, nous sommes sur le lieu où Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987. On voit encore une fois le plus, c'est bien pour l'histoire et de le rappeler. Toutes les images que vous voyez autour de nous, ce sont les images des personnes qui ont été assassinées le 15 octobre 1987 avec le capitaine Thomas Sankara. Monsieur Traoré, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait, plus de 30 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, de savoir que les restes du capitaine sont dans la nature aujourd'hui? Voilà où moi-même, je me pose des questions sur notre science. Que ce soit notre justice, que ce soit les gens qui nous dirigent, nous avons une expertise nationale. J'ai appris que des cabinets au niveau international ne sont pas arrivés à déterminer l'ADN du président Thomas Sankara. J'ai envie de dire scandale des scandales, mais nous avons un département d'archéologie à même de nous situer 2000 ans avant ou bien 1000 ans avant, 500 ans avant, des ADN. Pourquoi ne pas leur confier la tâche? Pour vous, c'est quoi? Une autre manière de tuer davantage le capitaine Thomas Sankara? Parce qu'on a dit quand même qu'il fallait confirmer que c'est sa sépulture qui se trouvait à Dagnoé. J'ai le regret de vous dire qu'on ne peut pas tuer Thomas Sankara. Physiquement, oui, mais ses rêves, non. Quelqu'un a dit, Yasmina Kadra a dit, on peut vous prendre tous vos biens, l'ensemble de vos joies, l'ensemble de vos mérites, et puis jusqu'à votre dernière chemise, il vous restera toujours vos rêves pour réinventer le monde qu'on vous a confisqué. Nous sommes en plein dedans. Ici, c'est le pays de Thomas Sankara. Il aurait prévu, il a dit, après lui, 1000 Sankara naîtront. Vous avez vu à l'insurrection. L'insurrection montre suffisamment que Thomas n'est pas mort. Alors, c'est important d'ouvrir ce chapitre. Avant d'aller à l'insurrection, je voudrais vous entendre un autre aspect important. Pour vous aujourd'hui, il est impératif qu'on puisse ramener les restes de Thomas Sankara pour les inhumer dans la dignité. Au moins ça, parce que quoi qu'on dise, ce qui a été exhumé au niveau du cimetière de Dagnoé qui se trouve dans la nature aujourd'hui ne fait pas honneur ni au peuple burkinabé, ni à la révolution burkinabé. Il faut que la nation burkinabé, le peuple burkinabé, soit reconnaissant de la sincérité, de la probité de cet homme qui est passé et qui s'est donné pour ce pays, qui constitue un exemple vivant. Il a besoin d'être honoré pour la postérité. Voilà pourquoi je soutiens entièrement et complètement le projet du mémorial. Pour qu'on puisse enseigner aux générations futures, il y a eu un homme, toute l'Afrique, toute la planète Terre célèbre Thomas Sankara. Nul n'est peut-être prophète chez soi, mais quand même, c'est gros. Que ces millions de Sankara dans le monde là, puissent revenir au Faso, puissent voir qu'il y a eu un grand homme qui puisse savoir où il a été tué. Comme nous avons
la chance d'être en ces lieux avec vous aujourd'hui. Je voudrais bien, avec votre permission, que nous continuions à évoluer dans l'émission. Ça va très vite, ce n'est qu'une heure d'entretien. Je voudrais qu'on fasse une escale sur un aspect très important. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné. Celui-là qui était vu comme le numéro 2 de la révolution s'est accaparé du pouvoir. Je pense au capitaine Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a fait 27 ans de pouvoir. 27 ans de pouvoir après, Blaise Compaoré a été victime de ce qu'on a appelé une insurrection populaire, une révolte populaire des jeunes qui disaient on en a marre, il fallait que ce monsieur-là quitte le pouvoir. Et en octobre 2014, il a fui le pouvoir. Et vous aujourd'hui, témoin vivant des événements du 15 octobre, vous aujourd'hui, une personne ressource dans tout ce que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce que cela vous a fait de savoir que le peuple s'est soulevé comme un seul homme pour chasser Blaise Compaoré du pouvoir? Votre question a le mérite de la sincérité et de dire, nos anciens disaient, il n'y a que ceux qui sont pressés, qui demandent ce que le forgeron est en train de fabriquer. Au lendemain du 15 octobre, nous ne pouvions pas savoir qui a été l'auteur, à qui a profité le crime, l'assassinat du capitaine, même s'il y avait des soupçons. 27 ans après, l'histoire se reprend. Toute une génération, on dit non, ces façons de faire là ne peuvent pas continuer. Jusqu'à demain, ici, c'est le pays de Thomas Sankara. Il faut faire toujours attention. Liez-vous au peuple, faites confiance au peuple. Le peuple libère son génie créateur. Pour une fois, dans l'histoire des nègres, je me permets le terme, un nègre a des problèmes dans son pays, avec son peuple. Il est exfiltré par la grande France, la vertueuse France. En 2014, bien sûr, les événements. Nous réfléchissions quand même. Nous sommes des intellectuels, même si c'est de petites factures, que là, il y a un problème. Qu'a-t-il fait pour que sa vie préoccupe tant la puissance colonisatrice? Était-il en mission? Question. C'était pour service rendu? Monsieur Traoré, vous aurez souhaité qu'en 2014, qu'on n'exfiltre pas Blaise Compaoré, il aurait pu laisser sa peau. Qui sème? Quand vous sémez, vous récoltez ce que vous avez sémé. C'est la vérité du peuple qui compte. Pourquoi venir le chercher? C'est qui a posé les actes qu'il a posés. C'est lui-même qui répond devant l'histoire. Mieux, après cette exfiltration, monsieur, le camarade président entre griffes se permet de changer de nationalité. Mieux, des informations probantes. Aujourd'hui, nous sommes en lutte contre le terrorisme. Il les a hébergés ici, au Burkina Faso, donné gîte et tout. Et ce sont ces mêmes-là, il leur a rendu service. Ce sont ces mêmes-là qui intoxiquent la République, le peuple. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ça? Quand même, il y a des gens dans ce pays qui réfléchissent. On fait faire des liaisons. C'est lui qui a hébergé ces gens-là. Comment peuvent-ils faire? S'il aime son pays, qu'il dise à ses amis d'hier de ne pas faire. Parce que dans son pays, on va le traiter pour ce qu'il est. Heureusement qu'il a changé de nationalité. Et pour vous, il n'est plus burkinabé? Non, il ne peut pas. Ce qui nous arrive par ses anciens amis ne devrait pas nous arriver. Alors, je voudrais qu'on reste encore sur ma question que je vous ai posée. Le 15 octobre, pour vous, pas le 15 octobre, le 30-31 octobre 2014, est-ce pour vous c'est une revanche pour Thomas Sankara? Parce qu'on a vu des jeunes qui avaient l'effigie de Thomas Sankara qui disaient « Regarde ce que tes enfants sont en train de faire aujourd'hui avec le départ de Blaise Compaoré du pouvoir. » La réhabilitation de Thomas se fait dans le temps et par des actes de sincérité et d'amour vis-à-vis de son peuple. Donc vous étiez fier de l'insurrection? J'étais fier de l'insurrection, je continue d'être fier de l'insurrection. Le peuple insurgé est là, toujours. Et il faut compter avec ce peuple insurgé. Les peuples n'ont pas la mémoire courte, contrairement à ce que les gens disent. Aujourd'hui, le peuple est en danger. Chaque jour, le peuple paye une tribu. Les autres regardent. C'est pendant ce temps, il se trouve des gens dans la République qui prétendent avoir aimé le peuple, qui grèvent. C'est simplement indécent. On ne tire pas sur un corbillard. La bonne éducation. Voilà où les gens qui ont été à l'école. Je me permets ici
de te faire partager une idée qu'un ancien de chez moi m'a dit il y a moins de 2 semaines. Aluna, est-ce que vous pensez que nous allons être d'accord avec vous? Nous payons pour que vous partiez à l'école. Nous payons pour que vous sortiez de l'école. Nous payons pour qu'on vous paye. Il suffit que vous soyez en contradiction avec le gouvernement, vous nous fermez les petits services que vous nous donnez. Est-ce qu'on va s'entendre? Quand vous devez recruter des gens, vous fixez des niveaux. Et pour nous, la multitude qui n'avons pas été à l'école, comment on fait? Faites attention. Il faut tenir compte de nous, en tout, pour tout. Le peuple est là, le peuple nous regarde. Le peuple n'a pas de problème. Il faut associer le peuple. Il libère son génie créateur. Et il contribue au développement de son propre pays. Alors, avant qu'on ne revienne sur cet aspect important, vous avez effleuré la question des syndicats, mais on reviendra là-dessus. Je voudrais encore une fois de plus qu'on fasse une escale sur le coup d'État de 2015. Diendéré qui a été arrêté, qui a été un homme proche de Blaise Compaoré. L'insurrection en 2014, le coup d'État en 2015, le coup d'État qui a été avorté de par la volonté populaire, une fois de plus. Vous vous êtes dit, ce pays-là, il est merveilleux. Il est même beau. Il est beau, il est merveilleux, il est dynamique. Il ne dort pas. Ce peuple ne dort pas. Le peuple du Burkina ne dort pas. Il faut se méfier de ce peuple-là. Son silence est dangereux. Venons au faux coup d'État, au coup d'État avorté. C'est dans les mêmes termes la réédition du 15 octobre. À la différence que maintenant il y a les radios, la presse est libérée, les gens réfléchissent. Sinon le 15 octobre, c'était les mêmes ressentiments. Encore une fois, la presse internationale s'est méprise sur le coup d'État en disant que tout était maîtrisé, tout était calé. Et elle présentait Diendéré également comme l'homme fort du moment. Et la presse nationale lui a dit non. Le peuple a dit non. Et notre armée, ce qui nous reste de cette armée, parce que à faire une bonne, nous sommes au temps des spéculations et des hypothèses. Quand on réfléchit bien, ceux qui ont fait ce coup d'État-là, ils ont compté sur quoi? Le peuple est devenu mature. Ça veut dire plus rien ne sera comme avant, que ce soit. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du pouvoir. Il faut faire attention à ce peuple-là. Approchez-vous le plus possible du peuple. Respectez ses aspirations. Il faut l'approcher, lui demander, connaître ses problèmes. Souvent, c'est outrageant d'aller demander au peuple qu'est-ce que le peuple veut. Si vous êtes du peuple, vous devez savoir les préoccupations du peuple. Ça me dérange souvent que des gens viennent de Ouagadougou nous demander la participation. Mais on participe comment? Nous ne sommes pas étrangers. Vous êtes nos enfants, vous êtes des techniciens, vous connaissez toutes les carences de ce pays. Mais ayez la décence de ne pas nous déranger en venant nous demander ce qu'il nous faut. Liez-vous d'amitié avec nous, fréquentez-nous régulièrement, venez en campagne, soyez au village. Vous allez comprendre ce que veut ce peuple, ses aspirations. Et puis, n'infantilisez pas le peuple. Il ne faut pas faire pour le peuple ce que le peuple lui-même peut faire. C'est de l'indignité. Voilà qui est suffisamment clair. Alors je voudrais maintenant qu'on évolue dans cette émission. Les condamnations qui ont été prononcées contre les putschistes, vous les avez suivies. 20 ans pour Diendéré, 10 ans pour le général Djibril Bassolé, également 10 ans pour Bamba qui était le visage du putsch. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que c'est justice rendue à toutes les personnes qui sont tombées en 2015? L'expertise, comme voyez-vous, il y a la justice des hommes, il y a la conscience, il y a Dieu. Voilà 3 instances qui sont chargées d'apprécier les faits et gestes de nous, les humains, de passage sur la terre. La justice des hommes a été rendue. Je prends acte. Des gens ont fait appel. Voilà où les gens du peuple sont un peu dérangés. On ne fait pas appel pour ça. Ils sont sortis souvent même à bon compte. Surtout quand on regarde dans le rétroviseur, eux, ils ont siégé à des tribunaux ici. Vous parlez d'Henri Zongo et du commandant Lengani. Ont-ils bénéficié de ces recours-là? Et qui a siégé? C'est bien eux. Donc s'ils bénéficient de ces clémences du peuple, ou bien de notre justice, qu'ils fassent avec. Mais de grâce, la justice suit son cours. C'est le langage du milieu.
c'est le langage du sorcier, on laisse le sorcier continuer. Sinon, si on demande au peuple, le peuple a sa raison. Et il faut que nous apprenions. Le peuple, la loi, la loi, la loi. Les gens de ce pays ont cette manie dangereuse et outrageante d'invoquer la loi pour tout. Ah, force reste à la loi, ceci reste à la loi. Mais une loi copiée, que vous n'avez pas créée, et la décence, quand vous avez étudié chez le blanc, revenu chez vous, étudiez votre propre législation, votre propre droit. Voilà soit dit en passant, le Moro Naba est en pleine illégalité. Il n'a jamais été reconnu par les institutions. Que le blanc ne reconnaisse pas le Moro Naba, soit, mais nous, indépendants, ne reconnaissions pas le Moro Naba. Les Burkinabés reconnaissent le Moro Naba, mais il est toujours vu comme un recours, un rempart de la société, parce qu'à tout moment, on va vers lui quand il le faut. Mais Ismaël, j'ai bien envie de te demander, un recours, puisque les gens de ce pays ne connaissent que la loi, il occupe quelle position dans la loi? Est-ce que s'il y a un conflit chez le Moro Naba, d'ordre coutumier, devant quel tribunal on va? Soit dit en passant, dans nos villages, il y a 2 ou 3 chefs. C'est un désordre qui se crée. Le législateur burkinabé a été dans l'incapacité de légiférer sur le droit coutumier. Voilà. Alors, on revient sur un débat qui a été mené par les grands chercheurs, les juristes. Ils ont dit qu'il faut passer à la constitutionnalisation de la chefferie coutumière au Burkina. Vous y êtes favorable apparemment? Naturellement, pour éviter les conflits, le désordre dans nos villages, il faut y aller. Voilà, on va évoluer dans l'émission, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On parle à présent donc de la situation économique du Burkina. Vous suivez l'actualité, vous voyez comment le Burkina est, manifestation au niveau des organisations syndicales, les partis politiques également qui donnent de la voix de façon continue, opposition comme majorité. Quand vous voyez toutes ces excitations, qu'est-ce que cela vous fait? Vous avez dit une fois dans une confidence que vous n'allez jamais aller en grève, chose que certains ne comprendront sans doute pas. Je suis simplement, Ismaël, le mot n'est pas fort, je suis indigné. C'est de l'indignation. Quand pour 5000 places ou 5500 places, vous avez 1 million de candidats, vous devez vous poser des questions sur le Soumani populaire qui vient. Quand on trouve dans ce contexte-là du travail, la prière devrait commencer par respecter son travail. Surtout qu'à la fin du mois, on vous verse quelque chose. Et Talleyrand a dit une fois, dans sa résidence, il n'y a pas de principe, il n'y a que des événements. Il n'y a pas de loi, il n'y a que des circonstances. Est-ce qu'aujourd'hui, par ces jours de terrorisme généralisé, est-ce que c'est un jour pour aller en grève? Est-ce que c'est un jour pour manifester? Question. Est-ce que c'est un jour pour ceux qui aiment ce pays d'oser? Les syndicats ne seront pas d'accord avec vous, parce qu'ils se disent que c'est le pouvoir qui doit donner l'exemple, le pouvoir a pris des engagements qu'ils ne respectent pas, donc il ne faut pas non plus arrêter de manifester. Il ne faut pas faire comme Pierre quand tu n'es pas Pierre. C'est justement une autre malfaisance de nos républiques. Les intellectuels ne votent pas. Et comme ils ne votent pas, ils ne respectent pas le pouvoir issu des urnes. C'est nous les indigènes, je m'excuse du peu, qui votons. Et quand on vote le président, il ne respecte même pas le président que nous avons voté. Donc, conséquence, il lui prête tout ce qu'il veut parce qu'ils sont contre notre... Est-ce que vous ne faites pas des amalgames entre manifester pour ses droits et respecter le président? Il y a quand même un fossé, il ne faut pas le confondre. Non, manifester pour ses droits, il y a le moment. Je vais te donner, excusez du peu, quand vous avez un enfant chez vous, le papa a des problèmes. Il ne vient pas demander une 135. La maman ne demande pas un sangaouli. C'est simplement une question de bon sens. Maintenant, qu'on dise, on adopte le mot, si le gouvernement est en mauvaise position, mais vous avez été à l'école, réunissez les preuves. Ils sont là pour 5 ans. Vous battez campagne, expliquez au peuple ce qui se passe. La sanction, c'est dans les urnes. La civilité nouvelle commande qu'on fasse les coups d'État dans les urnes. Ils se comportent de façon maladroite, votez contre eux. Ce travail-là est douloureux et il est laborieux. Personne ne veut se faire. Le goût des facilités, des sinécures. On manifeste, on bloque les services et le peuple regarde.
méfions-nous de la réaction populaire, dont les syndicats sont des privilégiés. Au Burkina Faso, quand vous regardez, dans le regard du peuple, il y a des comportements qu'il faut éviter d'avoir. C'est une question de bon sens. Est-ce que la circonstance permet? Faites Radio Tropa, demandez au commun des gens, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien? Alors le 16 septembre, la manifestation qui a été victime des dispersements au niveau des forces de sécurité, comment vous la trouvez aujourd'hui pour vous? Ce qui s'est passé le 16 septembre 2019, là c'est normal qu'on puisse empêcher qu'il y ait une manifestation à Ouagadougou? Mais je trouve seulement que c'est indécent. Il ne devrait même pas marcher, a fortiori se faire gazer. La circonstance ne s'y prête pas. Chez nous, là, les Mossi, on dit « Ringa Bambaya Oubri ». Est-ce qu'ils ont reçu un peu? C'est quand même fort. Non, est-ce que... Non, parce que... Mais nous sommes attaqués tous les jours. Est-ce que c'est le moment de manifester? Je te pose la question, Ismaël. La circonstance ne plaide pas. L'événement ne plaide pas pour qu'on fasse quoi que ce soit. Il faut soutenir. C'est comme un avion, vous êtes dans un avion. La manifestation, l'un des arguments aussi, c'est de soutenir les forces de défense et de sécurité pour plus de moyens, parce que l'État aussi, c'est son rôle de les aider à voir ce qu'il faut pour défendre le territoire. Réfléchissons terre à terre. Vous dites à l'État burkinabé, au gouvernant du jour, de trouver l'argent pour faire la guerre. De trouver l'argent pour améliorer vos conditions de travail, soit. Mais est-ce que le gouvernement, on a découvert le pétrole au Burkina? Il y a des entrées à part l'aide étrangère au Burkina. Il y a de l'or, on pourrait vous le dire. Mais il y a de l'or. Si là-bas également, on ne prend pas les dispositions idoines pour faire respecter nos richesses, nos avoirs, mais c'est nous-mêmes qui sommes contre nous-mêmes. Moi, j'émets des réflexions. Je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Une fois, vous avez pris une réflexion de Salvador Allende, parce que vous avez dit nous sommes un pays comme le Burkina. Nous sommes dans le cas typique du Chili, de Salvador Allende. Il a été élu à la régulière en 1970. En 1973, il y avait également des terroristes avec ITT, International Telecommunication Telegram, une firme américaine. Il y a quelqu'un, par ce temps de prévarication et de marionnettes au Burkina, il y a bien quelqu'un qui tire les ficelles au Burkina. Hein? Il y a l'argent dans ce pays parce qu'il y a des comportements qui ne s'expliquent pas. Il y a des comportements qui ne s'expliquent pas. En ce moment précis-là, des gens se permettent certaines choses. C'est téléphoné, c'est téléguidé. En même temps, des gens demandent que l'ancien président revienne. L'autre a répondu, mais il connaît la route. Qu'il revienne. Donc, pour te répondre simplement, on a l'impression qu'il y a un complot dans l'air. Parler du cas de Salvador Allende, vous avez commencé une histoire que vous n'avez pas terminée. Pour le peuple qui nous regarde, c'est toujours assez important quand même de revenir là-dessus. Il a été élu à la régulière. Grève sur grève. Les camionneurs, grève. Les ceci, grève. Les éléments de la santé, grève. Les éléments des finances, grève. On a handicapé l'État en 1973. En septembre, il a été élu en novembre. En septembre 1973, le 11 septembre 1973, au palais de la Moneda, le président a été assassiné au palais de la Moneda. Il a été élu sous le couvert de l'unité populaire. Donc, c'est les prémices. L'histoire enseigne tellement de choses. Des gens disent qu'il y a l'argent dans ce pays. Est-ce que ce n'est pas téléphoné? Est-ce que pour vous aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'unité nationale, hein, qu'on soit tous réunis autour d'un seul combat, celui de la lutte contre le terrorisme? Exactement, en associant toutes les forces. Le peuple, ce qu'on appelle vulgairement les indigènes, ils ont leur part contributive. Chacun doit jouer sa part. Mais il faut définir le mode. J'oubliais de te dire, moi-même, je suis Korolo de mon État. Mouvement d'autodéfense qui ne sont pas dans la République pour certaines personnes. Voilà. Effectivement. Pourquoi? Moi, excusez du peu, ce n'est pas égoïste. Je n'ai pas ce mal de soi comme l'arrogance qui dîne avec la misère et qui soupe avec la honte. Il n'y a que les faits qui m'engagent. J'ai été convaincu par les Korolo en ce qu'ils luttent
hermétiquement et farouchement contre le vol. On vous dit clairement que quand ils font des tortures, des sévices corporels, c'est que les forces de défense et de sécurité n'ont pas le droit de faire sur les personnes présumées innocentes. Les servitudes de la pauvreté commandent certaines choses. Vous ne pouvez pas vous saigner, souffrir pour élever votre animal. Quelqu'un vient nuitamment le prendre, aller au marché et le vendre la cuisse à 500. Vous dites comment on fait. Si à Ouagadougou, les gens ont le courage de fermer les yeux de leurs voleurs, chez nous, on les expose le jour du marché pour qu'ils ne se replaignent plus jamais. C'est un mauvais comportement. Il doit faire amende honorable pour rentrer. Il faut que vous sachiez, Ismaël, que votre voisin, s'il fait le malin, c'est un voleur. Et il faut que les journaux publient ça. C'est les servitudes de la pauvreté. Il n'y a que dans les endroits où l'argent se gagne facilement. Question morale, on dit, est-ce qu'un voleur volé est un vol? Mais souvent à Ouagadougou, on a envie de se poser des questions, puisque vous dites qu'il faut fermer son visage. Vous voulez dire que c'est parce que la personne, vous êtes un juriste, vous, c'est important de le préciser, la personne est tout de même présumée innocente. Ne nous embrouillez pas, le droit, j'ai dit le droit, il faut connaître le droit et avoir du génie. Chez nous, on dit en Moré, nous dîne, nous bangre, nous yam. Ça veut dire quoi? Instruis-toi et libère ton génie créateur. Comment tu adaptes ta science aux réalités de ton pays? Vous voyez, ces dogmes, je suis socialiste, je suis communiste, je suis révolutionnaire, mais c'est dans les actes que ça se dit. Thomas est resté ici, il a pratiqué. Si c'est ça la révolution, tant mieux. Mais nous, on ne le dit pas. Posez les actes Thomas. Aimez votre peuple. Évitez de voler. Gagnez tout à la sueur de votre front. Cultivez burkinabé, consommez burkinabé. C'est une question de décence. Voilà qui est suffisamment clair. Je voudrais vous entendre sur la lutte contre le terrorisme. Selon vous, qu'est-ce qui explique l'impuissance du Burkina? On est à plus de 500 morts, ça fait 4 ans que le pays est frappé aujourd'hui. Comment vous expliquez, vous n'êtes pas militaire, je le sais pertinemment, mais comment vous expliquez que notre pays soit incapable de sécuriser ses frontières, qu'on vient nous attaquer, on tue des populations à n'en pas finir? À l'analyse des faits, c'est quelqu'un qui connaît suffisamment le Burkina. Celui qui nous attaque connaît du pays. Une fois, le chef d'état-major général des armées a dit, à la fin de l'opération Otapoano, qu'il n'était pas fier d'en parler parce que c'était des Burkinabés. Ah, je voulais en venir. Si c'est des Burkinabés, la médication peut être trouvée au Burkina. La formule est simple. Les forces d'autodéfense demandent depuis longtemps aux structures de force, les FDS, de partager le savoir, le bangré. Mettez le bangré dans le peuple. Et le peuple assume que tous les villages, je ne parle pas de guerre populaire généralisée, il y a des jeunes, formez-les au camouflage, aux grandes techniques de lutte, dotez-les en ce que vous pouvez. Ne faites pas comme mon cousin qui, à la télé ou à la radio, étale les insuffisances. Mais quand vous voyez les parties sensibles de votre père, c'est indécent de sortir le publier. C'est quoi? Voilà qui est clair. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, M. Traoré. Avec vous, ça va très vite. Nous sommes sur donc, le site où Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987. C'est le même lieu qui a été aménagé donc, pour accueillir le mémorial Thomas Sankara. Pour ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, vous pouvez faire un tour pour venir visiter ces lieux assez symboliques de la révolution burkinabé. Ça vous fait quoi qu'on ait raté le mémorial, la statue de Thomas Sankara, vous? Il faut toujours des ratés pour mieux faire. Quand vous réussissez du premier coup, vous avez l'arrogance des gens qui réussissent facilement. Quand vous souffrez pour arriver au résultat, vous avez la modestie des vainqueurs. Donc pour vous, ce n'est que partie remise. Exactement. Je ne vous le fais pas dire. Le peuple refuse pour un patriote qu'il soit fait de cette façon-là. Nous sommes en amitié avec les Chinois. Ils ont ce génie de reproduire les humains en statue. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Nelson Mandela a été fait dans le marbre
En Afrique du Sud, pourquoi pas nous? Et c'est les Chinois qui étaient à la manette. Mais on vous dira que nous avons des experts qui peuvent le faire. Pour une fois, quand c'est beau, il faut aller chercher. Nous, j'ai la faiblesse d'être un petit croyant. Le prophète nous a dit, pour la science, même s'il faut aller en Chine, il faut aller chercher le savoir. Ils sont mieux que nous, mais pourquoi ne pas y aller? Voilà qui est clair, on espère que le message est entendu. Dites-nous, vous avez accepté de repartir au village, vivre définitivement au village, même si vous faites des allers-retours sur Ouagadougou, à Bassi plus précisément. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce retour au village? Vous aurez pu rester à Ouagadougou parce que vous avez vécu dans la capitale, vous êtes un intellectuel plein et tout ça. À l'époque, nous disions vivre avec les masses, vaincre avec les masses. Produit burkinabé, il n'y a que cette année, le fait de vivre en ville que j'ai vécu la divagation des animaux. On attrape les animaux pour 3 mois. Le reste du temps, l'animal se prend en charge. Si je n'avais pas vécu au village, ça par exemple. Mais je veux dire, le peuple a du génie. Il faut s'approcher de lui pour connaître nos paysans. Tout viendra de l'association. Les gens, il faut s'approcher du village Ismaël. Allez-y sincèrement. La confiance du paysan ne se gagne pas au premier jour. C'est de façon assidue. Il faut qu'il soit convaincu de votre sincérité pour s'ouvrir à vous. Moi, j'ai l'avantage qu'ils me font confiance. Le peuple de chez moi me fait confiance. Quand c'est Harouna, on prend. Parce que lui, on le connaît. Quand le peuple ne te connaît que par des circonstances électoralistes, ça ne va pas. Moi, je souffre avec eux. Ils ont du potentiel. Mais je vais avec eux, je négocie. Je participe au baptême, au décès. Chez nous, par exemple, quand quelqu'un est malade, tu vois tout le village rassemblé à la formation au CSPS. Il y en a qui trouvent que c'est dérangeant. Mais chez nous, ça a coup de prière. Dieu, sauve cet homme-là, parce qu'il est des nôtres. Nos médications n'arrivent pas. Ça revient à la solidarité. Exactement. Une des valeurs importantes. La pauvreté. Les servitudes de la pauvreté enseignent la générosité, la solidarité, le sacrifice. On fait tout ensemble. Voilà qui est une dernière question que j'ai à vous poser. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. À ces jeunes qui se réclament de Thomas Sankara, à toutes ces personnes qui ne jurent que par Thomas Sankara, si vous avez 30 secondes pour leur adresser un message, qu'est-ce que vous allez leur dire? Apprenez à aimer le Burkina dans toutes ses facettes. Quand on aime, on donne tout. Faites comme Thomas, il s'est sacrifié pour ce pays. Il a dit, la tragédie des peuples révèle les grands hommes. Et c'est les médiocres qui sont à la manette. Ben on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. C'était avec M. Alouna Traoré. Je tiens encore à préciser le contexte dans lequel cet enregistrement a été fait. Nous sommes donc sur les lieux du crime, la scène du crime. C'est ici même que Thomas Sankara et ses compagnons ont été assassinés le 15 octobre 1987. Vous avez donc l'effigie du capitaine Thomas Sankara, le président père de la Révolution. Vous avez tout autour de nous ceux qui étaient dans la salle et ces gardes du corps également qui ont été tués. Donc c'est une manière pour nous de rendre hommage au leader de la Révolution burkinabé, rendre hommage également à tous ses compagnons, rendre hommage à toutes ces personnes, tous ces jeunes qui se réclament de Thomas Sankara. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, c'était une occasion pour nous de sortir ou de remettre au grand jour un autre pan de l'histoire de notre pays, le Burkina Faso que nous aimons, pour qui nous luttons, pour qui nous allons nous sacrifier de façon continue. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Le Grand Déballage. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de notre programme. Bien chez vous, bonsoir.